Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à ce webinaire sur la thématique de la conformité environnementale, sociale et de gouvernance. On va peut-être donner encore quelques minutes à tout le monde pour se connecter avant de démarrer. Mais en tous les cas, merci beaucoup d'ores et déjà de votre participation et de votre intérêt. Déjà, mais j'aurai l'occasion de le répéter également, ce webinaire ne permet pas la prise de parole vocale. Par contre, vous avez une petite icône en haut à droite de votre écran, une petite feuille avec un point d'interrogation qui vous permet tout au long de la séance d'intégrer vos questions par écrit auxquelles nous répondrons à la fin de cette session. Très bien. Et bien, avec ces quelques minutes, j'espère que vous avez tous pu vous connecter. Encore une fois, bienvenue à ce webinaire sur la conformité environnementale, sociale de gouvernance et de gouvernance. Nous sommes ravis de vous accueillir. L'objet de ce webinaire est de vous présenter un travail de guide pratique et fiche opérationnelle pour appuyer la mise en conformité ESG, spécifiquement pour les mini-réseaux solaires africains. Nous sommes ravis de vous accueillir. Vous verrez que ce webinaire est en mode écoute seulement. Néanmoins, vous avez tout à fait possibilité de poser des questions. Vous avez une petite icône en haut à droite de votre écran avec un point d'interrogation, une feuille avec un point d'interrogation qui vous permet de poser vos questions par écrit. Nous les regrouperons et ne manquerons pas d'y répondre à la fin de ce webinaire. Alors, cette intervention sera réalisée par moi-même et ma collègue Marine Cornelis. Je suis du bureau d'études IED, Innovation, Énergie, Développement, qui est spécialisé dans tout ce qui concerne l'accès aux services électriques, spécialement sur le continent africain, mais également asiatique. Nous avons deux bras, un bras de bureau d'études et de conseil et un bras d'investissement dans les mini-réseaux, justement. Et je serai accompagnée par ma collègue Marine Cornelis, qui est experte ESG et de genre. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, cette heure et demie que nous allons passer ensemble va s'articuler en 5 parties. Tout d'abord, une brève introduction avec également des mots d'introduction de la part de nos partenaires qui soutiennent cette initiative et qui nous ont fait confiance pour réaliser ce travail. Ensuite, nous passerons 30 minutes pour la présentation du guide pratique pour la conformité environnementale, sociale et de gouvernance, suivi ensuite de la présentation de quelques fiches opérationnelles pour les praticiens. Donc, l'idée est que ces fiches soient vraiment aussi pratiques que possible.
Alors évidemment, en 1 heure et demie, nous ne pouvons pas rentrer dans tous les détails et ce webinaire sera suivi de 4 séances de formation que je vous présenterai donc également. Et il nous restera donc 15 minutes pour répondre à vos questions. Et n'hésitez pas, même de manière interactive, à réagir dans le chat à ce moment-là. Slide suivant. Slide suivant. Merci. Donc, ce guide pratique est destiné véritablement aux praticiens des mini-réseaux spécifiquement solaires sur le continent africain. Donc, ce guide pratique ne se veut absolument pas être un document généraliste, mais il vise véritablement les spécificités du secteur des mini-réseaux solaires. Alors, pourquoi s'être lancé, on va dire, dans cet exercice? Tout d'abord parce que dans le contexte africain, tout le monde convient que les mini-réseaux sont un élément tout à fait essentiel pour combler le déficit d'accès aux services électriques sur le continent africain. Il s'agit ici d'un guide pratique pour des développeurs donc qui, en amont, vont chercher à identifier les sites et qui sont à la recherche de financements internationaux, mais il est également rédigé pour des praticiens de terrain qui ensuite devront mettre en œuvre ces mini-réseaux et les responsables environnementaux et sociaux de terrain qui parfois sont également les responsables d'exploitation. Il ne s'agit pas d'un document, je dirais, ou d'un exercice extrêmement technique pour des spécialistes de l'ESG. L'idée donc est d'essayer de vous proposer une approche et une documentation qui est proportionnée à la taille des infrastructures dont nous sommes en train de parler et donc en corrélation avec la taille, le risque que ces projets représentent véritablement, risques environnementaux et sociaux évidemment. Donc, le guide pratique va chercher à poser en quelque sorte ce cadre d'analyse et les idées clés. Et ce guide est lui-même accompagné d'un ensemble de fiches techniques prêtes à l'emploi. Donc, avec cette introduction, je voudrais laisser la parole à la Banque africaine de développement, à la SFI et l'ARE qui nous ont fait confiance dans la réalisation de cet exercice. Oui, merci beaucoup, Anjali, pour cette introduction et bonjour à tout le monde. Bonjour, mesdames et messieurs. Donc, je m'appelle Gabrielle Pamesberg et je travaille pour le Fonds pour les énergies renouvelables dans le sein de la BAD, la Banque africaine de développement. Et soyez les bienvenus aussi pour la présentation de notre projet de renforcement des capacités sur la conformité ESG dans les secteurs des mini-réseaux solaires en Afrique. Donc, comme Anjali a déjà mentionné, cette activité a été conçue et financée par la Banque africaine de développement, la BAD, à travers le Fonds pour les énergies renouvelables en Afrique, ou CEFA, le Sustainable Energy Fund for Africa, dans le cadre de son programme d'assistance technique pour le secteur des mini-réseaux. Et le projet est mis en œuvre en collaboration avec IFC et ARE. Donc, juste quelques mots sur CEFA, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le fonds. C'est un fonds multibailleur géré par la BAD qui offre des financements catalytiques aux conditions concessionnelles ainsi que l'assistance technique afin de mobiliser les investissements du secteur privé dans les projets des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique en Afrique. Un des piliers de CEFA se focalise sur l'électrification rurale par mini-réseaux en soutenant des investissements de développeurs privés dans ce secteur. En plus de fournir des financements concessionnels, le programme d'accélération du marché des mini-réseaux en Afrique, ou Africa Mini-Grid Market Acceleration Program en anglais, ce sont les mots très longs, offre une assistance technique qui vise à promouvoir le développement et l'expansion d'un secteur des mini-réseaux portés par le secteur privé et à améliorer l'accès au financement.
Donc, dans notre travail avec les développeurs de mini-réseaux, on a vraiment constaté qu'un des majeurs défis est la conformité ESG. La plupart des entreprises, et surtout les petits développeurs en stade de démarrage, ont des difficultés de satisfaire les exigences des normes ESG des financeurs et investisseurs internationaux, y compris les normes ESG de la BAT, c'est le système de sauvegarde intégré, et les IFC Performance Standards. Ces normes sont les plus appliquées dans le financement des projets d'infrastructure par les institutions financières de développement, les investisseurs d'impact et les investisseurs privés. Donc, la conformité aux exigences de ces normes ESG est cruciale pour accéder des financements. Parmi les enjeux que nous avons constatés sont les suivants. Des normes ESG principalement conçues pour les grands projets d'infrastructure sont appliquées à des projets de mini-réseaux d'une plus petite taille et à des développeurs plus petits qui souvent ont les capacités pour la gestion des exigences ESG des financeurs. En plus, les développeurs se trouvent souvent dans une situation où ils doivent satisfaire des exigences ESG différentes de différents investisseurs, ce qui encore augmente la complexité et les coûts administratifs. Et finalement, beaucoup des développeurs ont des ressources humaines et financières déjà limitées et donc le trouvent difficile de dédier des capacités suffisantes à la conformité ESG, ce qui risque de nouveau de limiter l'accès au financement. Et donc, pour s'attaquer à ces lacunes du secteur, la BAT, IFC et ARE ont formé un partenariat pour développer le programme de renforcement des capacités que nous présentons aujourd'hui. Anjali, du côté de IED Consult, a déjà mentionné, c'est avec l'assistance de ses collègues, est basé aussi sur des consultations avec des parties prenantes du secteur. Nous avons développé un manuel de conformité ESG et une boîte à outils conçue pour assister les développeurs dans le développement des bonnes pratiques ESG. Donc, les objectifs généraux de cette assistance technique sont d'offrir un accompagnement pratique aux développeurs pour mieux comprendre les risques et les impacts ESG de leur projet et pour mieux comprendre aussi les normes ESG et les plus utilisées, comme le système, les normes de la BAT et de l'AFC, et pour établir des bonnes pratiques ESG dans leurs entreprises. Et pour conclure, c'est un aspect important que nous aimerions bien souligner et que les bonnes pratiques dans la gestion des risques ESG et du suivi de l'impact en matière de développement de vos projets ne sont pas uniquement des obligations de conformité ESG des investisseurs, mais sont également des outils importants pour améliorer la performance de votre projet, pour renforcer vos relations avec les parties prenantes, notamment les communautés, pour atténuer les risques et à la fin pour améliorer l'accès au financement. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter ces outils et dans les semaines à venir, nous allons organiser également 4 séances de formation approfondies et les collègues de IED vont donner plus de détails sur ces modules de formation. Donc, avec ça, je passe la parole à ma collègue de IFC et je vous souhaite un webinaire très intéressant et fructueux. Et merci beaucoup pour participer à ce webinaire. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien parce que le réseau à N'Djamena n'est pas
top aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un plaisir donc de vous accueillir aujourd'hui au nom de la SFI pour le lancement de ce guide et de cette boîte à outils ESG. Donc, voilà, moi, je me présente, Mathilde Sirbu. Et aujourd'hui, je pense que on partage tous ici la même conviction, à savoir que les mini-réseaux, ils ont un rôle essentiel à jouer dans l'atteinte de l'accès universel à l'électricité en Afrique. Pourtant, malgré tout le potentiel de ce secteur, mobiliser des investissements nécessaires à son changement d'échelle, ça reste l'un des principaux défis qui est rencontré. Et aujourd'hui encore, le ESG est trop souvent perçu comme quelque chose que les entreprises doivent faire avant tout pour obtenir un financement, un rapport à soumettre, un document à préparer qui va ensuite rester au fond d'un tiroir ou encore une case à cocher, une case de plus à cocher. Donc, pour des développeurs qui travaillent avec des équipes réduites et des ressources limitées, ces exigences, elles peuvent parfois sembler très éloignées des réalités du terrain. Pourtant, le ESG, c'est pas quelque chose qui est à côté des opérations, mais c'est au cœur même de la réussite des projets. Une grande partie des défis auxquels les développeurs de mini-réseaux sont confrontés au quotidien, ce sont des enjeux ESG. Donc, par exemple, la gestion des plaintes, le dialogue avec les parties prenantes, les risques liés à la chaîne d'approvisionnement. Et lorsque tous ces sujets sont bien gérés, les projets rencontrent généralement moins de retard, moins de conflits, moins de risques opérationnels. Et du point de vue d'un investisseur comme la SFI, cela compte énormément, puisque de bonnes pratiques ESG, ce sont souvent le signe d'une entreprise qui est bien gérée. Ça renforce la confiance des investisseurs, ça améliore la prévisibilité des projets et ça facilite donc la mobilisation des capitaux. Et c'est précisément cela qui nous intéresse à la SFI. Donc, ce travail qui va être présenté aujourd'hui, il a été financé par notre programme M300 DRE, qui est une facilité qui accompagne les entreprises du secteur dans la préparation à l'investissement. Donc, à travers un appui technique ciblé, l'objectif est d'aider les entreprises à franchir les étapes qui les séparent d'un financement à plus grande échelle, notamment auprès de la SFI ou aussi d'autres investisseurs. Donc, pour attirer davantage de capitaux, on a besoin de projets qui soient non seulement techniquement solides, financièrement viables, mais évidemment capables aussi de gérer efficacement leurs risques environnementaux, sociaux et les risques de gouvernance. Donc, le défi à ce niveau, il est double. Maintenir des standards exigeants tout en veillant à ce qu'ils restent pratiques, proportionnés pour des entreprises en croissance qui ont des ressources limitées. Et donc, ça a été l'ambition du travail qui est présenté aujourd'hui. Ne pas réduire l'ambition au niveau ESG, mais rendre sa mise en œuvre plus pratique, plus proportionnée et au final plus utile. Donc, je tiens à remercier sincèrement au nom de la SFI, la Banque africaine de développement, l'ARE, l'équipe projet de IED et tous les partenaires qui ont bien contribué à cette initiative. À tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui et je passe maintenant la parole à Jens de Harry. Oui, bonjour tout le monde, bienvenue à toutes et à tous et merci de vous rejoindre à nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de dire quelques mots sur la nouvelle ARE et sur la place qu'occupe cette initiative ESG dans notre stratégie. Alors que nous célébrons cette année notre 20e anniversaire, nous avons évolué vers une nouvelle ARE. Désormais, l'Alliance pour l'électrification renouvelable, Alliance for Renewable Electrification, reflétant ainsi l'évolution du secteur de l'énergie lui-même. Notre champ d'action est aujourd'hui plus large, incluant par exemple les secteurs commercial et industriel C&I. Toutefois, je tiens à vous rassurer, l'accès à l'énergie et les mini-réseaux demeurent au cœur de tout ce que nous faisons à l'ARE. Ce webinaire ainsi que l'initiative plus large d'assistance technique sur les ESG en soit un parfait exemple. Cette initiative illustre d'ailleurs exactement le type de collaboration
auquel nous croyons fermement. On réunit la voix du secteur privé et celle des principales institutions du secteur, telles que la BAD, les SFI, afin de créer des outils pour l'industrie ancrés dans les réalités du terrain. Et ces réalités et les besoins des sociétés sont bien réels. Nos membres nous les rappellent constamment et cela a été encore confirmé lors de notre forum d'investissement, l'IIF, à Nairobi récemment en avril. Les développeurs et opérateurs de mini-réseaux à travers de l'Afrique doivent faire face à des exigences, comme Mathilde avait évoqué, de conformité aux standards ESG assez complexes et naviguer parmi ces exigences tout en développant leurs activités et obtenant le financement et assurant la continuité des opérations représente un véritable défi. Donc, cette boîte à outils ESG, la réponse collective de la BAT, CFA, de l'SFI et de l'ARE à ces défis spécifiques, avec un objectif principal, c'est de simplifier la vie pour les développeurs de mini-réseaux. Nous espérons donc sincèrement que les outils que nous présentons aujourd'hui seront réellement utilisés et utiles pour vous. Et d'ailleurs, je tiens à vous informer que l'ensemble des documents, des guides, toolkits, etc. seront hébergés sur notre site web. Donc, il y aura une plateforme du projet dédié aux ressources qui vont rester publiquement disponibles à partir d'aujourd'hui. Donc, nous partageons le lien avec vous après ce webinaire. Enfin, je profite également de l'occasion aujourd'hui pour vous rappeler qu'il y a l'opportunité pour ceux qui ne sont pas membres chez l'ARE de se joindre à nous en termes de membres. Donc, si vous êtes investisseur, fournisseur de technologies ou opérateur des mini-réseaux en Afrique et que vous n'êtes pas encore membre, nous vous invitons bien évidemment chaleureusement à nous rejoindre dans l'Alliance. C'est précisément grâce à ce type à votre soutien qu'on peut apporter un soutien au secteur via ce type d'initiative. Donc, je m'arrête là. Sur ce mot, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire et je cède la parole à Anjali. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gabriel, Mathilde et Jens pour ces mots d'encouragement. Nous espérons effectivement tous que l'approche qui va vous être présentée sera utile, pratique et pourra contribuer au changement d'échelle dans le nombre de mini-réseaux qui seront installés. Je me permets également, juste avant de démarrer, encore un petit rappel qui est que il ne faut pas que vous hésitiez à mettre vos questions et autres remarques dans le chat qui est proposé avec un point d'interrogation en haut à droite de cet écran. Alors, je vais commencer par présenter les lignes directrices du guide pratique. Alors, pour planter le décor d'abord, de quoi sommes-nous en train de parler? Nous parlons tous de changement d'échelle avec des objectifs extrêmement ambitieux concernant les mini-réseaux solaires, mais dans la réalité, les mini-réseaux sont quand même relativement petits. On est en train de parler, et désolé d'avoir oublié de mettre kilowatt crête plutôt que kilowatt pic ici, mais globalement, on est en train de parler de mini-réseaux qui vont desservir moins de 500 clients et avec une puissance d'environ 100 kilowatts crête. Et élément important, grâce aux données de Lambda, nous avons fait un calcul pour estimer le chiffre d'affaires mensuel par site.
Donc, on est ici en train de parler de 1000 à 4000 dollars par site et il est important de garder ce chiffre en tête pour essayer d'imaginer quels sont les coûts supplémentaires qu'un site unitaire pourrait supporter. Donc, le guide couvre ici des mini-réseaux solaires. Le choix a été fait de ne pas inclure les technologies hydro, biomasse ou autres dans cet exercice. Ici, nous parlons de réseaux isolés non raccordés au réseau national qui desservent donc des villages. Donc, on n'est pas uniquement en production, mais on est en concession de production et distribution. Et donc, comme je le disais, la taille unitaire est généralement de 20 à 500 kilowatts, ce qui implique donc une emprise sur les sols d'environ de moins de 0,5 hectares, puisqu'on est sur un chiffre indicatif de 0,1 hectare pour 100 kilowatts crête. Donc ici, on voit quand même que l'emprise dont on est en train de parler par site unitaire n'est pas énorme. Alors, comme nous le savons tous, les coûts de transaction pour obtenir des financements, et notamment des financements internationaux, sont importants. Et donc, les développeurs... Pardon, vous ne me voyez pas. Diffusion vidéo live. OK. Je ferme ça. OK, parfait. Je pense qu'il y avait peut-être un petit problème de caméra, mais j'espère qu'il est résolu maintenant et que vous me voyez donc. On en était à se dire que imaginer que l'on puisse financer chaque mini-réseau individuellement est effectivement une vue de l'esprit, comme nous le savons tous. Donc, nous parlerons donc d'une approche par portefeuille. Dans la réalité des choses, le portefeuille n'est quand même pas si grand que ça. C'est-à-dire que pour les bailleurs de fonds, on voudrait arriver quand même à des montants d'investissement qui vont représenter plusieurs dizaines de sites, mais il n'est pas toujours évident pour les développeurs de présenter ce groupe de sites au financement. Comme Gabriel l'a indiqué, cet exercice s'appuie sur, je pense, à peu près 70 entretiens que nous avons eus avec des financeurs et des développeurs de réseau. Et très clairement, l'essentiel des opérateurs opèrent moins de 10 sites. Nous en avons trouvé quelques-uns qui avaient entre 10 et 50 sites et qu'un seul qui avait une centaine de sites. Donc cette question de pouvoir créer ces clusters est une question importante. Donc on va aussi s'intéresser à la conformité ESG pour un portefeuille de sites. Ce guide pratique vous permettra aussi de regarder ce qu'on appelle aujourd'hui les métro-réseaux, qui sont quand même des réseaux plus importants pour des petites villes. Et ici, on va parler d'une puissance installée de 1 MW et plus. Slide suivant. Donc, ce guide est conçu pour des praticiens et on espère qu'il est bien adapté à vos besoins. Ce qu'il apporte, il répond à un certain nombre de questions. Comme nous le savons, les développeurs doivent respecter les exigences environnementales, sociales et de gouvernance pour pouvoir obtenir les financements, et notamment des financements internationaux, et même des financements de la part de fonds qui eux-mêmes se refinancent auprès de bailleurs de fonds internationaux. Qui plus est, l'obtention des permis nationaux doit également se conformer à des exigences ESG, mais on le verra, les exigences nationales ne sont pas toujours à 100% alignées avec les exigences internationales. Autre élément, et cela a déjà été dit, ces normes ESG existantes ont été conçues pour des grandes infrastructures et non pas pour des mini-réseaux, et notamment des mini-réseaux regroupés en portefeuille. Donc, on cherchera ici à se poser la question de
quelles sont les questions qu'il est pertinent de se poser au vu de la taille du projet dont on est en train de parler, et puis quelles sont les questions qui peuvent être traitées de manière un peu secondaire, tout en veillant, comme on l'a bien dit, à ne pas faire l'impasse sur la qualité des évaluations environnementales et sociales. Donc ce guide vise à combler ces lacunes en proposant une approche extrêmement pratique. Vous verrez, on a développé des fiches pratiques à la mesure et proportionnées avec les enjeux du secteur. Donc clairement, l'idée n'est pas de vous proposer simplement une liste de cases à cocher pour les bailleurs, hein, ni un manuel technique avec un vocabulaire compliqué qui présente les normes académiques. Ces exercices-là ont tout à fait leur utilité, mais ce n'est absolument pas le cœur de l'activité, de la production que nous vous présentons aujourd'hui. Ce n'est pas non plus une liste générique de toutes les obligations de conformité. Nous ferons une priorisation des sujets qui nous semblent être, et au vu des consultations que nous avons eues, les plus fondamentales pour les problématiques de mini-réseau. Et ce n'est pas non plus un processus qui permet de se substituer au processus national de délivrance des permis. Slide suivant. Alors, petit rappel sur les normes environnementales, sociales et de gouvernance à respecter. Comme Gabriel l'a dit en introduction, nous avons fait une petite étude des normes et standards qui sont utilisés par les différents bailleurs de fonds et nous sommes arrivés à la conclusion que les normes et standards les plus utilisés sont le système de sauvegarde opérationnelle intégré de la BAD et les normes de performance en matière de durabilité de la SFI, les Performance Standards. Et à y regarder de près, on peut observer qu'il y a une vraie correspondance entre ces deux approches. Les 4 premières thématiques tenant de l'évaluation et de la gestion des risques environnementaux et sociaux, adressant les conditions de travail et d'emploi, la question de l'efficacité des ressources et de prévention de la pollution, et enfin santé, sécurité et sûreté communautaire. Donc, on peut l'indiquer déjà ici, ce sont ces 4 standards qui ont émergé comme étant en fait les plus importants à examiner et à travailler dans le cadre des problématiques de mini-réseaux solaires. Ceci n'est pas pour dire que les 4 autres qui sont en commun, donc l'acquisition de terres et réinstallation involontaire, conservation de la biodiversité, la question des peuples autochtones et le patrimoine culturel sont évidemment des sujets qui sont extrêmement importants, mais qui, en général, ne sont pas majeurs dans le cadre de mini-réseaux. Insistons aussi ici sur le fait que la Banque africaine de développement apporte une attention très particulière pour tout ce qui concerne la mobilisation et l'information des parties prenantes. Donc, nous avons ici un OS 10 bien séparé, alors que pour le Performance Standard de la SFI, il est intégré dans le PS1. Autre élément, dans la ligne numéro 7, au niveau de la Banque africaine de développement, on ne focalise pas spécifiquement sur les peuples autochtones, mais l'idée est de regarder de manière plus large tous les groupes vulnérables dont les peuples autochtones font également partie. Et il y a également un Operational Standard spécifique pour les intermédiaires financiers. Slide suivant. Donc ici, je suis désolée, on a un petit loupé, mais on a raté la traduction en français, mais tout le monde le verra. Il s'agit ici du cycle de vie du projet en abscisse et en ordonnée l'amplitude de l'impact environnemental et social. L'idée est de dire ici que tout ce qui concerne la prise en compte des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance est important tout au long de la vie du projet. Pendant les premières étapes, qui sont les étapes de conception et de planification,
il est important du point de vue ESG de démarrer très en amont avec tout ce qui concerne l'étude et le plan d'engagement des parties prenantes, au moment des études de faisabilité également, puisque consulter les parties prenantes, comprendre ce qu'elles veulent, nous le verrons dans les détails un petit peu plus loin, cette consultation systématique et approfondie est quand même un gage de la réussite du projet. Les risques environnementaux et sociaux deviennent plus importants lors de la construction et lors de l'opération, et il y a également des outils spécifiques à l'ESG, donc la mise en place du PGESS, qui doivent être compris et peuvent l'être, nous le verrons, comme des outils tout à fait convergents avec le monitoring de l'impact et de la viabilité économique et financière recherchée au niveau des mini-réseaux. Et donc, lors du decommissioning, à la fin de la durée de vie du projet, effectivement, tout ce qui concerne la fin de la durée de vie, donc notamment des matériels, la maîtrise des aspects environnementaux, est également quelque chose d'important. Slide suivant. Donc, nous l'avons mentionné, les pratiques de sauvegarde ESG contribuent à atténuer les risques opérationnels. Pourquoi ? L'objectif de tout opérateur de mini-réseau est de produire une électricité avec une bonne qualité de service, donc peu de coupures, peu de fluctuations de tension, de raccorder un nombre maximum de nouveaux clients et de réaliser des économies d'échelle. Les bonnes pratiques ESG peuvent clairement contribuer à ces objectifs. Alors tout d'abord, en matière d'accès au financement de taille et obtention des permis nationaux, bon, clairement, au jour d'aujourd'hui, la conformité ESG est une condition nécessaire, pas suffisante, mais une condition nécessaire, et c'est pourquoi nous chercherons à la rendre pratique. Les pratiques ESG permettent de contribuer à maîtriser les risques et réduire les coûts dans la durée. Comment ? Si nous avons, par exemple, une bonne prise en compte de toutes les parties prenantes avec une bonne consultation au départ, on réduit les risques d'exclusion et également, cela nous permet aussi de faire comprendre notamment les questions tarifaires. Nous le savons tous en tant que praticiens des mini-réseaux, toute cette question de comparaison du kilowattheure avec les coûts de service sont extrêmement importants et doivent être très clairement expliqués en amont. Ensuite, l'idée est d'essayer de rendre tout ce qui est le monitoring pratique. Donc, en rentrant dans un cadre d'analyse ESG, l'idée est de mettre en place un cadre avec un système de monitoring et d'indicateurs pour suivre les considérations ESG, mais en même temps, tout ce qui peut servir au suivi opérationnel de vente, de nombre de clients, etc. L'idée étant de faire l'effort de bâtir un cadre simple et unique en amont et ensuite le mettre en œuvre sur chacun des sites individuels. La performance environnementale, sociale et de gouvernance solide est, nous en sommes convaincus, un garant de l'impact positif à long terme et de la réussite commerciale des mini-réseaux que l'on peut opérer. Slide suivant. Donc l'enjeu, on avait une petite phrase en bas, mais l'enjeu est que tout ce beau discours que je viens de vous faire doit être rendu simple et financièrement abordable pour que vous puissiez mettre tout cela en œuvre. Et c'est l'objet de ce guide pratique et des fiches opérationnelles. Merci, slide suivant. Donc, quelques exemples pour étayer le discours que nous venons de tenir. Bon, un indicateur de performance super important pour nous est effectivement d'avoir un nombre de raccordements le plus important possible et le plus rapidement possible. Comment est-ce que l'ESG peut y contribuer? En formalisant la consultation et l'information des parties prenantes, sur en particulier la transparence tarifaire et également la mise en place d'un système efficace de gestion et de résolution des plaintes, ce qui contribue à renforcer la confiance des clients et de la communauté en général. Également, la mobilisation communautaire favorise le taux de raccordement avec toute la communauté qui se sent donc partie prenante à tout ce projet.
Un autre objectif pour nous est effectivement d'avoir un bon revenu par client. Donc, pour avoir un système de tarification approprié, nous effectuons tous des enquêtes socio-économiques qui doivent effectivement être en ligne avec la politique tarifaire imposée par le régulateur, mais la réalisation d'enquêtes socio-économiques systématiques avec une clé d'entrée ESG permet aussi de mieux révéler la disposition et la capacité à payer. En outre, en faisant des enquêtes un petit peu larges, on peut d'ores et déjà commencer à engager les membres de la communauté sur les besoins en matière d'usage productif, euh, en s'engager dans une communication inclusive également en termes de genre, ce qui peut permettre d'augmenter la demande en énergie. Alors bien évidemment, on le sait tous, hein, l'opérateur de mini-réseau dont le métier de vendre de l'électricité ne pourra pas forcément gérer tous les usages productifs, mais ça permet de lancer des pistes en amont sur comment rentrer dans cette perspective et cette posture d'impact de développement plus global. Nous cherchons aussi évidemment à réduire les pertes non techniques, notamment le vol. Alors, on observe en effet quand il y a une lassitude des communautés, des petits vols, que ce soit des vols de câbles ou autres, des branchements informels, comme on le dit, etc. Mais si le dialogue, l'information et l'appropriation par la communauté grâce à la mobilisation, tout cela, si toute la communauté dans son ensemble se sent partie prenante et est vraiment convaincue que la viabilité du système est importante pour le groupe, eh bien, tous ces incidents, tous ces abus, tous ces vols et ces situations de vandalisme viendraient à réduire. Également, dans les process ESG, la présence d'un officier de liaison communautaire est souvent demandée, donc un représentant au niveau de la communauté. Et cette représentation, avec une formation bien spécifique, contribue également à cette viabilité. Qualité de service, donc qualité de service, on cherche effectivement à éviter les coupures et ce genre d'incidents pour fidéliser les clients. Donc, si on met en place un canal de signalement des incidents, comme le process ESG l'exige, si le système est efficace et qu'on peut faire des retours rapidement, si on peut détecter les pannes rapidement au plus tôt, par la mise en place de plans d'urgence, on réduit les temps d'arrêt et on augmente donc la satisfaction du client. Également, une bonne maintenance, donc en général, bonne prise en compte des aspects de gestion des matières et autres déchets, permet de prolonger la durée de vie des actifs et puis évidemment éviter les sanctions réglementaires. Slide suivant. Donc, on le voit, les pratiques ESG robustes peuvent répondre aux mêmes risques opérationnels et déterminent la réussite commerciale d'un mini-réseau. Slide suivant. Alors, catégorisation des risques ESG. Quels en sont les enjeux? Donc, les exigences du système de gestion environnementale et sociale, donc l'ESMS, augmente avec le niveau de risque du projet et souvent sa taille. Donc, il est fondamental que pour les petits projets dont nous sommes en train de parler, nous puissions rester dans une catégorisation qui est raisonnable. Donc, nous avons cherché ici à faire une analyse de la correspondance entre ce que nous avons appelé les niveaux. Pour nous, les niveaux sont donc des situations d'un site unique. Nous avons vu que c'est quand même assez rare, ou d'une petite grappe de projets dont la somme ferait une capacité installée de moins de 500 kW crête, avec un revenu du portefeuille inférieur à 50 000 $ par mois. Ici, on ne peut pas vraiment imaginer d'avoir un spécialiste par site. Donc, l'ESG doit être géré par une équipe projet ou l'équipe commerciale. Il faut mettre en place des modèles de reporting et d'analyse standards qui vont couvrir les exigences principales et on ne peut pas imaginer d'avoir un staff dédié sur place.
Alors que quand on passe à un portefeuille de projets plus important, 15 à 30 sites et avec un chiffre d'affaires supérieur à 50 000 $. Donc ici, il faut voir ces chiffres-là un peu comme des ordres de grandeur hein, qui nous sont remontés après avoir discuté avec des développeurs et avec les bailleurs de fonds et au regard des salaires qui peuvent se pratiquer pour mettre en place un responsable environnemental et social qui peut être le responsable client également à temps plein au niveau du site. Alors, avoir un tel responsable au niveau d'une grappe de projet présente l'avantage de mieux analyser les résultats du reporting qui est fait et donc d'avoir un cercle vertueux d'adaptation et d'amélioration de la qualité de service. Donc, pour faire le parallèle avec les systèmes ESG, c'est rentrer dans le cycle planifier, déployer, contrôler et améliorer, plan, do, check, act en anglais. Quand on parle de métro-réseau, donc supérieur à 1 MW crête en zone urbaine ou semi-urbaine, bien, dans ces cas-là, on va pas passer outre en général à faire un ESMS, donc un plan de gestion environnementale et sociale complet, avec un responsable HSE qui doit être sur site et peut-être, on aura peut-être besoin d'études spécialistes. Nous allons rentrer un peu plus dans le détail là-dessus, mais maintenant, pour faire le parallèle avec les catégories de risques, donc ces catégories ont une nomenclature un petit peu différente pour la SFI et l'AFDB, A, B, C ou bien 1, 2, 3. Mais disons que pour notre plus petite catégorie, le niveau 1, l'idée est clairement de pouvoir rester dans une catégorie de risque dite catégorie C. Cette catégorie C, en fait, dit que le risque est faible et négligeable et qu'on n'a pas besoin de mettre en place de mesures d'atténuation significatives. En catégorie B et B+, on est sur un risque modéré ou substantiel. Le risque modéré est gérable avec des mesures d'atténuation standard. Risque B+, il faut une diligence renforcée qui peut être requise. Donc, tout cela n'est pas pour dire que on va automatiquement décider de ne pas rentrer dans un projet ou dans un portefeuille de projet s'il semble s'orienter vers une catégorie B ou B+, mais très clairement, il faut à un moment donné être réaliste et se dire que si mon chiffre d'affaires est inférieur à 50 000 $, je ne vais pas pouvoir me payer, entre guillemets, des analyses plus détaillées et encore moins un suivi environnemental et social renforcé. Si on décide néanmoins de réaliser ce projet, il faut juste être conscient du fait qu'il va falloir mobiliser des ressources et des dons spécifiques pour pouvoir adresser ce problème-là. Sinon, probablement que le petit portefeuille ou le site ne pourra pas porter les coûts nécessaires à ces objectifs-là. Slide suivant. Et donc, tout cela nous amène à proposer une approche qui consiste à dire exclure ou gérer. L'idée étant de dire que pour les projets qui, somme toute, restent de petite taille, comme nous l'avons dit et répété, il est important de faire une identification précoce en première sélection pour exclure le site ou mobiliser un appui spécialisé avec un financement par subvention dédié. Donc, nous avons détaillé les performance standards et approches opérationnelles de la Banque africaine de développement. Donc, les standards numérotés 5, 6, 7, 8, donc qui concernent l'acquisition des terres de réinstallation, qui concernent la biodiversité, habitat sensible, qui peuvent concerner les peuples autochtones et patrimoine culturel et sacré. L'idée est clairement de dire que si en première analyse, on voit des risques possibles et que l'on puisse être amené à déclencher ces éléments-là, il faut tout de suite se mettre en alerte et dire, bon, eh bien, tant pis, je ne peux pas me permettre de prendre ce risque et même si c'est dommage, j'exclus ce site-là, sauf si,
pour de très bonnes raisons, qui peuvent être de dire il s'agit d'une population autochtone dans un parc naturel, mais il a été décidé d'apporter un service en mini-réseau, très bien, mais à ce moment-là, soyons réalistes, il faut des ressources complémentaires pour pouvoir adresser toutes ces considérations de manière sérieuse. Les autres performance standards, et en particulier tout ce qui concerne la mobilisation des parties prenantes et la divulgation des informations. Donc le PS1 pour l'AFC et l'OS 10 pour la Banque africaine de développement nous semblent être absolument fondamentales à la viabilité des mini-réseaux, tant du point de vue de l'accès économique que du point de vue environnemental et social. On est en train de parler d'un projet d'impact sur les populations, sur des populations isolées. Pour que la communauté se l'approprie et qu'il y ait un cercle vertueux, cet engagement, cette information est fondamentale pour tout un tas de raisons que nous avons déjà illustrées il y a 2-3 slides. Autre élément, bien prendre en compte les conditions de travail, y compris le travail forcé. Bon, quand on est dans des zones isolées, il est clair que ce genre de risque est relativement important et il est important de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'abus sur les conditions de travail, ce qui est de toute façon un gage de la pérennité à long terme du projet. Et ce PS donc est très important. Sur la même thématique, santé, sécurité et sûreté des communautés va tout à fait de pair avec une bonne maintenance technique. Donc, on est dans la sécurité des matériels et la sécurité des personnes. Efficacité des ressources et des matières dangereuses et déchets électroniques. Effectivement, au moment de la construction, dans des zones isolées, on veut absolument éviter que nos opérateurs, et donc il est important de transférer cette posture-là aux opérateurs qui ne nous laissent pas des déchets environnementaux sur place et en fin de vie, que l'on sache gérer aussi bien que l'on peut tout ce qui concerne les batteries ou les panneaux en fin de vie. Slide suivant. Slide suivant, s'il te plaît. Donc, pour mettre tout cela en place, donc certains d'entre vous sont certainement déjà très familiers avec ce qu'implique un système de gestion environnementale et sociale, donc en fait la mise en œuvre du PGES. Cette mise en œuvre du PGES passe en général par 7 étapes. Donc, une première étape qui est déjà un niveau de prise de conscience au niveau de la direction générale. Donc, il s'agit d'engagements écrits signés par le PDG, mais encore une fois, l'idée est de ne pas s'arrêter simplement à avoir un joli papier signé par le directeur général, mais que cela se traduise dans la transmission vis-à-vis des équipes et que cela imprègne véritablement la culture de l'entreprise. On passe ensuite, et nous venons de le voir, par l'identification des risques, et pour être sûr que les risques identifiés sont gérables et en proportion avec les ressources qu'on est capable d'engager. Donc pour tout cela, nous vous proposons des fiches pratiques. Donc ici, on l'avait appelé toolkit en anglais, c'est pour ça que vous voyez encore tool, mais nous viendrons à appeler ça fiche pratique, ne vous inquiétez pas. Donc ici, vous avez les numéros des fiches pratiques correspondantes. Donc on ne vous laisse pas simplement avec ces concepts, mais également avec des checklists pour pouvoir identifier ces risques-là, par exemple. Une fois ces risques identifiés, on passe donc en 3, qui est la mise en place de programmes de gestion des risques qui sont identifiés. Donc, nous vous proposons ici des approches pour pouvoir formuler. Alors, évidemment, ce sont des approches génériques et tout cela, tous ces plans d'atténuation devront être adaptés à votre contexte spécifique. Une fois qu'on a dit ce qu'il faudrait faire, donc dans l'expression française yaka faucon, n'est-ce pas, c'est facile, mais encore faut-il qu'on ait la capacité organisationnelle et les compétences pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Donc il est important d'avoir une matrice de gestion des ressources humaines, que l'on attribue clairement des responsabilités, mais des responsabilités qui soient
opérationnelle, pratique et à la mesure des ressources humaines que nous ayons. Donc forcément en faisant un peu de formation en amont et pendant. Le plan d'urgence est toujours important à avoir avec des accidents, des risques de feu, des risques de pollution. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de particulièrement compliqué, mais d'avoir des fiches, même des affiches A4 qui disent voilà, en cas d'électrocution, de feu, etc., voilà ce qu'on fait. Mettre en place des choses comme ça peut paraître trivial, mais ça a quand même l'avantage d'une part de rassurer les communautés en se disant bah tiens, on a quand même un opérateur sérieux qui regarde tout ça. Et je peux vous assurer aussi que quand des auditeurs viennent ou des bailleurs de fonds, en voyant ce genre de choses de manière très claire, c'est un peu un gage du sérieux de l'opérateur et c'est pas quelque chose de très coûteux. Nous l'espérons en tous les cas dès lors que nous vous proposons ces fiches pratiques. Mobilisation des parties prenantes, nous en avons très très largement parlé et vous verrez que sur tout ce qui concerne la mobilisation des parties prenantes, nous avons des fiches pratiques donc classées ici en numéro 2 où nous vous proposons des approches pour les différents aspects de l'engagement des parties prenantes. Tout cela doit ensuite être suivi et évalué. Donc, nous vous proposons également dans les fiches pratiques, des fiches pratiques avec des indicateurs de suivi. Alors évidemment, c'est des propositions et comme l'ont dit Mathilde et Gabriel en introduction, un enjeu important quand même pour vous est d'éviter de vous retrouver dans des situations où vous devez faire 5 reportings différents si vous avez 5 cofinanceurs. Donc, essayez d'arriver dès le départ du projet en disant, écoutez, voilà, moi je vous propose ce template-là, qu'en pensez-vous? Et mettez-vous, s'il vous plaît, tous d'accord pour que j'ai qu'un seul système de reporting à mettre en place. Ça peut prendre un peu de temps en amont, mais il nous semble que dans la durée, ça fera gagner énormément de temps. Slide suivant. Ok, donc voilà un petit peu pour les messages clés du guide pratique en tant que tel. Maintenant, nous n'avons évidemment pas le temps de parcourir toutes les fiches techniques. Marine va vous présenter l'ensemble des fiches techniques et deux en particulier pour que vous ayez un petit peu une idée de ce qu'on vous propose très concrètement. Absolument. Bonjour à tous et merci Anjali pour cette brillante présentation. Donc, les fiches techniques, elles sont nombreuses, elles sont au nombre de 11, mais en fait, l'idée, c'est de vous aider à vraiment progresser dans l'analyse et elles sont vraiment adaptées aux spécificités de ces mini-réseaux et vraiment centrées sur les enjeux sectoriels clés des mini-réseaux en Afrique. Donc, nous avons aussi voulu avoir une approche graduée, de sorte que, à mesure que votre portefeuille grandit, vous puissiez revenir sur ces fiches techniques et les compléter et les amender et revoir et vraiment les utiliser à la fois comme source, mais aussi disons, source d'inspiration pour les étapes à suivre. Donc, elles sont divisées en trois grands secteurs. Le premier, c'est toutes celles qui portent le numéro 1, qui sont autour des questions de sélection et suivi ou reporting, donc voilà, pour vraiment raconter ce qui s'est passé. La liste de sélection, sélectionner les consultants, des modèles aussi pour expliquer, pour rapporter ce que vous avez fait en termes de ESG. La partie numéro 2, c'est autour de la mobilisation des parties prenantes et puis évidemment des droits humains. Donc, par exemple, le 2.1, c'est sur le plan de mobilisation des parties prenantes, mais aussi sur les questions de genre. Et tout ça, c'est très utile au moment de la préconstruction et au moment de l'exploitation. Ensuite, nous avons le mécanisme de gestion des plaintes. Le plan d'action sur le genre, parce qu'encore une fois, c'est extrêmement important d'avoir une action ciblée sur les questions de genre, mais aussi sur les minorités. Et enfin, le 2.4, c'est sur lutte contre la corruption et le travail forcé.
Ensuite, au niveau de la troisième partie, nous avons donc un plan de gestion environnementale et sociale avec le manuel de plan de gestion environnementale et sociale, un code de conduite pour les travailleurs, un plan de gestion environnementale et de ressources humaines, et ensuite les clauses, on va dire, pour les sous-traitants également. Voilà. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, je me permets d'intervenir une minute. Je pense que soit nous vous intimidons énormément, soit nous sommes absolument brillantes, mais on serait très heureux si vous aviez quelques questions ou quelques remarques à inscrire dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat. Merci. D'ailleurs, nous avons aussi un 2.5 qui est sur la question de travail des enfants. Donc voilà, nous avons aussi pris en compte, on va dire, des questions qui sont venues au cours des échanges que nous avons eus et voilà, et nous avons oublié de les mentionner, mais voilà, maintenant je le fais à l'oral. Donc, l'outil numéro 1, la fiche technique numéro 1, c'est la liste de contrôle pour la présélection. Elle permet c'est la première que vous allez utiliser, c'est vraiment la plus efficace et certainement la moins coûteuse à mettre en place. Donc, le problème qu'elle permet de résoudre, c'est qu'en général, ce n'est qu'au moment où l'étude d'impact complète est rendue aux financeurs, aux différentes parties prenantes, au gouvernement, etc., aux régulateurs, que l'on découvre un problème rédhibitoire sur un site. C'est vraiment presque trop tard. On a déjà dépensé beaucoup d'argent et on se rend compte qu'il y a un habitat protégé, des personnes qui risqueraient d'être déplacées ou une communauté autochtone qui n'était pas apparue jusqu'à présent. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà consacré des mois et énormément d'argent sur ce site. Cette fiche de contrôle déplace ce moment où on se dit oh là là, je ne dois pas sélectionner ce site au tout début, lors de la sélection du site, avant d'engager des ressources. Parce qu'elle vous permet de poser une série de questions qui vous feront dresser les oreilles, qui vous serviront d'alerte. Et 5 d'entre elles figurent sur cette diapositive. Par exemple, les questions de terre et de réinstallation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, les questions de terre et de réinstallation, les voici, les 5 questions. Les questions relatives à la biodiversité, sommes-nous à proximité ou à l'intérieur d'une aire protégée ou d'une zone clé pour la diversité, par exemple. Sur les peuples autochtones, sont-ils présents ou bien en termes de patrimoine culturel, y a-t-il des sites funéraires, des sanctuaires ou bien des lieux sacrés auxquels il ne faut absolument pas toucher? En termes d'aléas climatiques, sommes-nous exposés à des inondations ou à des chaleurs extrêmes qui nous empêcheraient de mener le projet à bien? Chacune renvoie à la norme qui la sous-tend et est représentée ici par rapport aux mesures de sauvegarde de la SFI et de la BAD. Donc, il s'agit vraiment d'un critère de décision, oui ou non. On y va, on n'y va pas. Ce système alimente également votre classification des risques. Le principe est simple, vous échouez rapidement et à moindre coût sur les mauvais sites afin de pouvoir passer à autre chose et avancer en toute sérénité sur les bons sites. Et diapo suivante, s'il vous plaît. On ira en détail durant les webinaires. Ensuite, une fois qu'un site a passé cette première étape de présélection, le travail se concentre sur l'engagement et c'est là vraiment la deuxième partie, les deuxièmes outils dont je vous parlais. L'outil 2.1, c'est le plan d'engagement des parties prenantes. C'est un plan qui répond à 3 questions. Qui, quand et comment. Qui, cela vous permet de recenser toutes les personnes concernées, les femmes, les jeunes, les utilisateurs qui sont trop souvent laissés de côté, et pas seulement les représentants les plus visibles, chefs communautaires, anciens, autorités religieuses, autorités locales, etc. Le quand, c'est parce que si vous commencez dès la sélection du site, vous procédez à un examen de tous les 6 mois et vous mettez à jour le plan dans les 30 jours suivant tout changement significatif. C'est un gros changement au niveau de la communauté. Comme ça, vous savez où trouver les informations, vous pouvez comparer. Et ensuite, le comment,
C'est parce qu'une communication accessible et adaptée à la culture locale, avec des horaires et des lieux de réunion choisis de manière à ce que les femmes, les minorités puissent réellement y accéder. Par exemple, pas au moment où elles sont en train de cuisiner ou elles sont évidemment en train de travailler en dehors de la maison. Voilà, l'inclusion, l'idée avec l'ESG, c'est qu'elle doit être intégrée dès la conception et non ajoutée a posteriori. Donc, vraiment, cet outil vous permet de réfléchir et d'organiser des consultations distinctes pour les femmes, par exemple, lorsque cela est nécessaire, et faire appel à des agents de liaison, vraiment des officiers de liaison féminins, donc des femmes qui parviennent plus systématiquement à toucher d'autres femmes. Voilà. Cela s'articule évidemment directement avec le mécanisme de traitement des plaintes de l'outil 2.2, y compris un canal confidentiel pour les cas sensibles tels que les questions d'abus sexuels, d'exploitation ou de violence basées sur le genre. Donc, ces outils, ces deux premiers outils que je vous présente, il y a un test. Et le test à retenir, c'est est-ce que la consultation a réellement influencé la décision d'implanter sur ce site ou pas? Et comment? Et si ce n'est pas le cas, il faut noter pourquoi et expliquer également aux personnes concernées et peut-être corriger le tir. Maintenant, je rends la parole à Anjali et n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout aussi inscrivez-vous pour les séances de formation à venir. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation des éléments clés de deux outils que nous avons. J'espère qu'ils vous auront inspiré et convaincu qu'on ne cherche pas à faire des choses compliquées, mais justement à faire une analyse et une sélection très en amont pour l'évaluation de l'importance des risques et arriver à faire quelque chose qui soit proportionné avec les moyens des mini-réseaux dont nous sommes en train de parler. Donc, suite à cette introduction en webinaire, et l'ARE vous en parlera, mais les supports, le guide pratique, ainsi que les fiches opérationnelles seront mis à votre disposition, je pense, fin juillet, puisque l'idée est de recueillir vos remarques lors de ces événements pour finaliser les documents. Nous allons donc réaliser 4 formations dans le mois à venir, en séparant les thématiques de manière à rentrer beaucoup plus en détail et sur des cas concrets. Des cas concrets que vous, en tant que participant à la formation, vous pourrez évidemment apporter vous-même, ainsi que des questions extrêmement concrètes. Donc, la première session traitera de la réalité des mini-réseaux, des approches clés, de la conformité environnementale, sociale et de gouvernance. On se focalisera également sur tous les éléments de l'analyse et de l'évaluation des risques, la mise en place de plans de gestion des risques, de plans de gestion des risques, tout à fait, et les éléments clés pour le choix des 10 sites. Donc à ce moment-là, toutes les questions que vous pourrez avoir sur si je fais quelque chose dans une aire protégée, si je suis à côté d'une aire protégée, si on a des populations autochtones, toutes ces questions-là pourront être adressées, mais l'idée est aussi de travailler en échange d'expériences entre les différents participants à la réunion, et nous aurons également des praticiens en tant qu'intervenants qui ont chacun à leur niveau vécu des situations liées aux thématiques des 4 sessions. Donc voilà pour la première session. La seconde va traiter tout particulièrement des questions de ressources humaines, donc tous les différents éléments de la mise en place d'un programme d'engagement des parties prenantes, en démarrant tout d'abord par une cartographie des dites parties prenantes. On regardera des choses, on prendra en compte des considérations particulières comme les aspects de genre, parce qu'on entend quand même de temps en temps, voire fréquemment,
que l'implication des femmes est quelque chose d'important et permet une meilleure viabilité. Donc, un échange d'informations pourrait être intéressant. Traitement des griefs, bon désolé, plutôt mécanisme de traitement et de résolution des plaintes. Bon, on est quand même en train de parler de petits sites, donc il nous en faut absolument pour les raisons dont on vient de parler, mais néanmoins, il ne faut pas que ça soit quelque chose d'ultra compliqué et de non gérable. C'est absolument pas l'objectif. Idem, des bonnes conditions de travail font quand même partie intégrante du confort des populations, de leur confiance et donc de la viabilité à long terme. Donc de même que le travail forcé et la prise en compte des particularités des populations fragiles et autochtones. Donc voilà, cette seconde session, le 16 juin, se focalisera sur toutes les problématiques autour de la gestion des ressources humaines. Sur la session 3, nous l'avons dit, les questions de malappropriation des terres, d'éviction, les questions de biodiversité, de patrimoine culturel peuvent rapidement devenir des enjeux coûteux tant au moment de l'analyse, puisque nous sommes développeurs et opérateurs de mini-réseaux, donc effectivement, on sait tout faire, ou presque, mais néanmoins, on ne sait pas en interne avoir toutes les compétences dont je viens de parler. Donc même si un risque est identifié, on a bien souvent besoin d'études de la part de spécialistes et la mise en place de plans d'atténuation peut s'avérer coûteuse. Donc, tout ça pour dire, comme nous l'avons déjà évoqué, il ne s'agit absolument pas d'exclure de base ces sites-là, mais simplement d'être conscient et réaliste. C'est-à-dire que si on identifie un risque important avec un coût important, l'idée aussi est de dire qu'il vaut mieux ne pas le faire si on n'a pas les moyens, si on n'envisage pas d'avoir les moyens pour adresser les problèmes tels qu'ils se seront posés. Ici, nous aurons quelques études de cas aussi, avec tout ce qui concerne la gestion des déchets et le cycle de vie des équipements. Différents pays sont à des niveaux différents dans la mise en place, jusque dans les zones rurales, de systèmes de recyclage des batteries, etc. Donc, nous aurons quelques expériences et quelques cas de pays, donc études de cas à vous partager, où la législation nationale impose déjà un certain nombre de choses et où il y a des solutions. Donc ce n'est pas le cas partout, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui peut exister dans certains pays. Donc session 3 autour de ces thématiques un peu techniques. Session 4, tournée autour de la mise en œuvre et de l'évolution vers un portefeuille qui irait en grandissant. Donc, on passera ici en revue les fiches techniques que nous avons préparées, que nous vous proposons. Et encore une fois, sur toutes ces fiches techniques que nous aurons l'occasion de vous présenter lors de ces séances de formation, l'idée est vraiment d'avoir un regard critique, puisque nous avons là encore le temps et l'opportunité de les peaufiner pour les rendre plus opérationnels et encore plus en ligne avec ce dont vous avez besoin et ce dont l'ESG a également besoin. Donc, on passera en revue les rapports que nous avons préparés et nous traiterons de la question des ressources humaines, c'est-à-dire en s'appuyant sur des cas tout à fait concrets, en s'appuyant sur l'existence ou non de compétences et des coûts, essayer de développer des stratégies, de partager des expériences sur comment est-ce que je fais mes formations internes, à quel moment est-ce qu'il est possible, viable de recruter un spécialiste. Et donc, l'idée est ici de partager une expérience, de partager des vues sur comment renforcer l'impact, comment renforcer l'ESG et comment œuvrer vers l'agrandissement d'un portefeuille. Voilà pour les 4 sessions. Le public cible sur le slide suivant, s'il te plaît. Donc, public cible, déjà avant de passer au public, comme le disait Marine, sur chacune de ces fiches techniques, nous proposons une approche simple pour
une première étape quand on n'a que un ou quelques sites et une approche plus complexe et globale pour quand on va s'adresser plutôt à des problématiques de métro-réseau. Public cible, alors, ces formations s'adressent aux développeurs, aux dirigeants d'entreprise et aux opérateurs, puisque l'idée est de rendre la mise en pratique, l'analyse et la mise en pratique de l'ESG accessible et qu'on arrive à changer de posture intellectuelle en se disant, bon, ce n'est pas forcément simplement un exercice de case à cocher et quelque chose que je dois faire pour le plaisir des bailleurs, mais c'est peut-être quelque chose qui peut également m'apporter. Donc, le public cible, effectivement, développeurs, dirigeants d'entreprise et opérateurs, mais en contraposé également des financeurs. L'idée étant que des bailleurs ou des gestionnaires de fonds puissent également entendre les soucis des opérateurs et se dire, bon, oui, effectivement, j'ai mon cadre qui a été élaboré pour les méga infrastructures, mais il y a peut-être un certain nombre de choses qui ne sont pas essentielles. Et moi aussi, je peux peut-être faire une partie du chemin pour rendre tout cet exercice-là opérationnel pour des petits projets, tout en ne faisant aucun compromis sur mes exigences en matière environnementale, sociale et de gouvernance. Mais il faut que mes exigences soient proportionnées au risque dont on est en train de parler. Également, autorités de régulation et partenaires sont plus que les bienvenus, puisque dans les réglementations nationales, ces considérations sont prises en compte, peut-être à une autre échelle, mais éventuellement, ces guides pratiques et ces fiches techniques pourraient également contribuer aux différentes réflexions nationales. Voilà, donc nous espérons pouvoir partager avec vous cette approche adaptée, pratique et conçue pour réduire les coûts et les risques de long terme. Je vais maintenant passer la parole à Inès, qui vous en dira un petit peu plus sur comment vous inscrire à ces sessions de formation qui seront en distanciel pour l'instant. Merci Anjali. Effectivement, pour ceux qui seraient intéressés à participer à cette formation de 4 modules, vous allez recevoir après ce webinaire, normalement demain, un email avec quelques informations supplémentaires et le lien pour manifester votre intérêt à participer à la formation. Vous devrez simplement remplir le formulaire et l'ARE avec les partenaires sélectionnera et enverra un mail à ceux qui sont sélectionnés. Vous pouvez ici aussi scanner le QR code directement pour remplir ce formulaire. On a un nombre de places limité pour cette formation, donc on est désolé d'avance si vous ne pouvez pas participer à la formation, mais vous inquiétez pas, tous les manuels seront de toute façon disponibles sur le site de l'ARE publiquement par après. Donc, je vous encourage à déjà scanner ici le QR code et à manifester votre intérêt à participer. Et sinon, vous allez recevoir encore un mail demain dans votre boîte mail si vous êtes intéressé. On fera la sélection début de semaine prochaine, puisque la formation commence déjà mercredi prochain. Donc, dépêchez-vous si vous êtes intéressé. N'attendez pas la dernière minute. Merci beaucoup. Et je vous repasse la parole, Anjali. Ah oui, et je vois une question ici, pardon. La formation est-elle gratuite? Oui, elle est gratuite. Anjali, à toi. Merci beaucoup Inès. Dans les quelques minutes qui nous restent, on va chercher à répondre aux questions qui ont été posées dans le chat. D'abord, merci de nous avoir posé ces quelques questions. Alors, première question, la liste de sélection ESG peut-elle être considérée comme un screening environnemental? Oui, puisque ESG signifie environnemental, social et de gouvernance. Donc, une des composantes est très clairement le screening environnemental.
Et dans les 8 PS et les 10 standards de la Banque africaine de développement, je pense que la plupart des questions environnementales ont été traitées. Donc, l'ESG intègre le screening environnemental, je dirais, et plus également. Donc, deuxième question, dans le cadre du développement d'un projet d'investissement, nous réalisons déjà plusieurs analyses, études de faisabilité, diligence technique, analyse financière, études de risque et parfois même une EIES. Or, de nombreux aspects évalués dans ces études se retrouvent également dans les critères ESG. Comment le guide recommande-t-il de capitaliser sur les études existantes afin d'éviter les doublons et d'optimiser les coûts d'évaluation? Alors, existe-t-il une méthodologie permettant d'intégrer directement les résultats? Alors, à ma connaissance, il n'existe pas de méthodologie claire et nette, mais si vous parlez, par exemple, d'une étude d'impact environnemental et social, il est clair que l'étude d'impact environnemental et social est la première étape, en fait, de l'ESG, je dirais, juste après la sélection du site, quand on décide d'avancer, il faut faire cette étude d'impact simplifiée ou complète. Alors, une méthodologie formelle pour intégrer les études dont vous parlez dans l'étude d'impact environnemental et social, je ne suis pas sûre que ça existe, mais très clairement, ce qu'on appelle l'étude des risques va être un élément central de l'ESG, puisque l'analyse des risques est un élément important. Alors, cette étude de risque dont vous parlez, je suppose qu'il s'agit d'une étude de risque plus technique. Souvent, on parle d'études de risque pour des centrales hydroélectriques, des risques d'inondation, etc. Donc, l'étude de risque dans l'approche ESG est en général demandée si on pense qu'il y a des risques importants. Donc, il y a clairement convergence entre les deux. Par exemple, quand vous posez la question de l'étude de faisabilité, bon, souvent, en faisant une étude de faisabilité, on va d'abord faire des enquêtes socio-économiques pour évaluer la capacité à payer, etc. Donc, si l'enquête socio-économique a été faite dans une optique également de consultation et d'engagement des parties prenantes, eh bien, cela peut être une composante très importante de l'approche ESG. Donc, c'est justement pour ça qu'on cherche ici à vous proposer un cadre d'analyse simple pour éviter ces doublons autant que faire se peut. On n'y a pas réfléchi sous l'angle que vous proposez ici, mais on pourra, lors des formations, essayer de peaufiner justement les éléments qui existent dans ces études classiquement demandées et l'ESG. En tout cas, merci pour la question. Ensuite, question importante également. Il s'agit ici d'un contexte d'un opérateur qui développe des solutions pour des centres de santé, des écoles et des institutions pour des centaines de sites, mais non pas des mini-réseaux. Donc, on est plus dans une optique de, je dirais presque semblable au kit solaire, puisqu'on est sur un nombre important d'installations discrètes. Donc, vous touchez une question qu'on s'est posée au départ avec la Banque africaine de développement, où il nous a été demandé justement de nous poser la question de l'applicabilité de notre guide pour des systèmes de kits solaires et donc par extension à ces systèmes communautaires dont vous venez de parler. Alors, nous avons eu des interactions avec Gogla qui sont en train de travailler aujourd'hui exactement sur le même sujet. Je pense que cela fait partie des consultations que nous devrons avoir vers la fin de cet exercice pour voir où en est Gogla et pouvoir alimenter un avis sur cette question-là
de comment utiliser, quelles adaptations effectivement on pourrait faire ou pas. Je ne sais pas, Gabriel, si tu voudrais rajouter quelque chose sur ce sujet dont nous avions discuté il y a quelques mois, et je ne sais pas si vous avez eu d'autres retours de la part de Gogla ou à travers Robert, mais sinon, clairement, nous sommes tout à fait prêts à avancer un petit peu sur cette consultation et apporter des éléments de réponse à cette question. Oui, merci, Anjali. Comme tu as dit, c'était vraiment une discussion qu'on a eue au début de cette activité. Et on a décidé de commencer avec les mini-réseaux. Aussi, il y a aussi une raison parce que le programme AIMAP, ça focalise vraiment sur les mini-réseaux et sur le secteur des mini-réseaux. Et donc, on a dit, OK, on va commencer avec les mini-réseaux et on va voir comment intégrer aussi les kits solaires ou les autres solutions décentralisées. On a un peu de limitation sur le temps pour réaliser disons, les subtils finaux. Donc, on propose d'abord finaliser vraiment tous les matériaux pour les mini-réseaux, mais en même temps, on continue aussi les discussions avec Gogla et comment peut-être dans une prochaine étape, dans une prochaine phase, de aussi intégrer les subtils ou peut-être aussi juste des documents complémentaires ou supplémentaires pour aussi focaliser sur les kits solaires. Mais c'est en tout cas, c'est vraiment une discussion qu'on va continuer. C'est ça. Yeah. Merci beaucoup, Gabriel. Donc, pour les quelques autres questions, le manuel et ses fiches seront en français. Oui, effectivement, nous allons les livrer en anglais et en français, mais les documents finaux seront disponibles véritablement fin juillet. Et donc, ça sera en français et en anglais. Mais par contre, oui, en effet, ma collègue Rim me le rappelle, les formations pour ce premier round ne seront malheureusement qu'en anglais. Alors, deux autres questions, alors liées aux préoccupations de développeurs de mini-réseaux, je comprends très bien. Comment aboutir à une analyse financière acceptable par les bailleurs alors que les bailleurs n'ont pas souvent les mêmes exigences? Et autre question, quel est le lien entre l'ESG et le revenu par client? Alors, le lien entre l'ESG et le revenu par client, moi, je vous donnerais un élément tout à fait qualitatif, hein, qui est de dire, enfin, le revenu par client, je veux dire les recettes qu'on pourrait obtenir par client. J'ai envie de dire que si on met en place un bon système, et notamment un système d'engagement des parties prenantes, où on a une véritable appropriation de tout le mini-réseau par la communauté, eh bien, le revenu du mini-réseau et donc le revenu par client au niveau du mini-réseau s'en trouvera augmenté puisqu'on aura moins de vols et on aura également un certain niveau de confiance et peut-être un encouragement à s'orienter vers des usages productifs, à venir se brancher, etc., etc. Donc c'est là qu'on voit le cercle vertueux. Donc c'est un cercle vertueux plus qualitatif et dans le long terme qu'un cercle vertueux très immédiat. Par rapport à ce qui concerne l'analyse financière, alors malheureusement, on le sait tous, hein, et là on est un petit peu loin de l'ESG. L'analyse financière classique, c'est-à-dire la mise en rapport des coûts avec les revenus dans un certain laps de temps, est relativement standard. Mais maintenant, comme vous le dites très bien, les exigences des différents fonds
et les attentes peuvent être différentes. Suivant qu'on est en train de s'adresser à un investisseur en capital ou à un fonds d'impact qui est prêt à avoir des retours de plus long terme et avec des éléments qualitatifs, ce n'est pas la même chose qui devra être documentée. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas de recette miracle et les analyses et la documentation, en effet, doivent toujours être spécifiques aux attentes des différents fonds et financeurs auxquels nous nous adressons. Alors, les 3 dernières questions, je sais qu'on arrive au bout de ce temps pour le webinaire, mais donc rapidement, disposez-vous d'un portefeuille d'accompagnement des startups dans l'obtention de financement? Nous avons des études de faisabilité pour 2 microcentrales hydro, mais il nous est difficile de décrocher des fonds pour la construction faute de garantie. Alors, un portefeuille d'accompagnement pour les startups, ça ne fait pas partie de ce travail de l'ESG, mais je sais qu'il existe d'autres fonds, je sais qu'il existe Get Invest, Get Transform et certainement d'autres initiatives de la Banque africaine de développement et de la SFI que je ne connais pas totalement par cœur, hein, mais je laisserai peut-être tout à l'heure la parole à Mathilde et Gabriel pour vous donner éventuellement des pistes sur des fonds d'appui à des startups. Ensuite, en matière de terre et réinstallation involontaire, est-ce qu'il y a un mécanisme de suivi des personnes affectées par projet? Dans les fiches techniques et les guides que nous vous proposons, nous proposons en effet une méthode de suivi parce que c'est quelque chose d'important et de demandé. Donc, il y a une proposition qui est faite dans la fiche technique et si cette thématique-là vous intéresse particulièrement, je vous invite à vous inscrire à la formation, je crois, numéro 3. Question pratique, serait-il possible d'accéder aux fiches et aux formations afin de préparer des questions en amont? Je pense que c'est une excellente idée et là je me retourne vers ma collègue Inès. Ça me semble pas une mauvaise idée en effet si tu sembles que c'est envisageable qu'on se mette d'accord pour mettre à disposition les drafts aux participants aux formations parce que nous aussi, les retours nous intéresseront beaucoup, sachant qu'il faut qu'on soit bien d'accord que ce qu'on vous partagera à ce moment-là, ce sont des drafts sur lesquels on attend votre retour. Donc avec ça, je ne sais pas, Gabriel ou Mathilde, si vous souhaitez répondre à la question de fond pour les startups. Bon, je ne sais pas si Mathilde veut aussi prendre la parole. Je n'ai pas vraiment très bien entendu la question, mais peut-être les sujets de financement, c'est mieux de peut-être me contacter directement. Pour le CFA, il faut dire que, bien sûr, malheureusement, parce que, comme vous le savez, la BAD, c'est une institution financière assez grande et avec des procédures internes compliquées. Il y a vraiment disons, les tailles de pour pouvant financer. On n'a pas vraiment les instruments pour les startups. Donc, nous finançons les développeurs plus grands ou sinon aussi les portefeuilles de sites de minération, par exemple. Mais si vous posez la question ou peut-être à travers ARE, de poser la question ou me contacter, on pourrait s'échanger sur ce sujet. Anjali, elle a déjà mentionné, il y a Get Invest qui aussi fournit le soutien d'accès au financement, aussi pour les entreprises plus petites et en phase de démarrage. Donc, bien sûr, il y a quelques options, des sources de financement aussi pour les startups. Donc, mais peut-être c'est mieux de me contacter directement.
Ok, très bien. Merci beaucoup, Gabriel, et merci vraiment à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci pour vos questions également, qui montrent que le sujet est vaste et que de nombreux échanges encore sont tout à fait possibles. Pour ce qui concerne le partage des documents, donc je trouve l'idée très bonne. Nous en discuterons en interne avec l'ARE et la BAD et reviendrons vers vous. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire comme vous l'a indiqué Inès tout à l'heure. Effectivement, si nous avons beaucoup d'intérêt et beaucoup de candidats, nous ferons notre maximum pour trouver les moyens de répéter les formations si elles recueillent un intérêt important. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite à tous une excellente après-midi et beaucoup de succès dans vos projets. Au revoir.